Bonjour, je suis Rima Abil, étudiante en Data Engineering à l'IMPT. Désormais, attaquons-nous à la deuxième partie, l'un des problèmes les plus fascinants des mathématiques, qui est l'empilement des sphères. Alors, imaginez-vous d'abord en pleine pandémie, dans une grande salle où chaque personne doit respecter une distanciation sociale stricte, avec une bulle de sécurité d'1 mètre autour de chaque personne. Comment alors organiser le plus de personnes possible sans que ces bulles ne se chevauchent? Ce défi, qui semble ancré dans notre époque, est en réalité une version moderne d'une question mathématique vieille comme le monde. Comment disposer des sphères identiques pour occuper le maximum d'espace possible, non seulement dans un plan, mais aussi dans un volume, ou alors dans toutes les dimensions imaginables. Il a été posé par David Hilbert en 1900 comme sa troisième question du 18e problème pour les mathématiciens, et ce problème a su captiver des générations et trouver des réponses spectaculaires grâce notamment à Marina Viazovska qui a résolu les cas de dimension 8 et 24 en 2016. Aujourd'hui, je vous emmène dans un voyage à travers l'histoire et ses découvertes. Commençons d'abord par définir ce qu'est l'empilement des sphères. L'objectif est simple en apparence, placer des sphères de même taille dans un espace donné pour maximiser la densité, c'est-à-dire la proportion d'espace que ces sphères occupent. Partons de la dimension la plus simple, la dimension 1. Une droite infinie. Ici, une sphère ne sera qu'un segment, comme un bout de corde d'une longueur fixe. On les aligne les unes à côté des autres comme des perles sur un fil, sans laisser de vide. Résultat, une densité de 100%, car chaque point de la droite est couvert. C'est assez trivial, mais ça pose les bases pour des cas plus complexes. En dimension 2, on passe dans un plan, une feuille de papier infinie. Les sphères ici deviennent des disques et on veut couvrir le plus de surface possible. Deux arrangements viennent à l'esprit, soit un motif carré comme une grille d'échecs où chaque disque va toucher 4 voisins, ou alors un motif hexagonal, comme un nid d'abeille où chaque disque va en toucher 6 autres. Un calcul géométrique va montrer que par le motif carré, on atteint 78% de densité, tandis que l'hexagonal atteint plus de 90% et est donné par la formule pi divisé par 2 racines de 3. Mais pourquoi les disques hexagonaux s'emboîtent mieux, laissant moins de vide? Est-ce vraiment le meilleur arrangement? Axel Thue l'a prouvé en 1892 et 1910 et Laszlo Fejestos l'a confirmé en 1940. Revenons à la distanciation sociale. Si chaque personne a une bulle d'1 mètre de rayon autour d'elle, alors l'arrangement hexagonal maximise le nombre de personnes dans une salle tout en respectant les règles. En dimension 3 maintenant, notre espace quotidien. Les choses vont un peu se corser. En 1611, Jonas Kepler, célèbre pour ses lois sur les planètes, a proposé que l'empilement pyramidal, ou dit tas d'oranges, est le plus dense. Une première couche de sphères disposée en réseau triangulaire, chaque sphère touchant 6 voisines, une deuxième couche qui est placée sur les creux de la première, la troisième dans ceux de la deuxième, et ainsi de suite. Cet arrangement atteint une densité d'environ 74%, soit pi divisé par racine de 18. Mais pour prouver que c'est le maximum, ça a été un défi colossal, car il faut comparer plusieurs empilements entre eux, même les plus chaotiques. Et en 1998, Thomas Hall, ce que vous voyez là, a résolu la conjecture de Kepler avec des calculs informatiques massifs. Cette preuve, controversée car dépendante d'ordinateurs, a été finalement vérifiée formellement en 2014, mettant fin à plus de 400 ans de débat. Cela montre à quel point ce problème est ardu. Avant de plonger dans ces grandes dimensions, parlons d'une avancée clé qui a transformé notre approche du problème. Les travaux de Henry Kohn et Noam Elkis en 2003. Ils vont introduire une méthode révolutionnaire pour limiter la densité maximale d'un empilement de sphères en utilisant la programmation linéaire continue, une technique d'optimisation mathématique. Imaginez que vous essayez de trouver la meilleure façon de remplir une boîte avec des sphères, mais au lieu de tester chaque arrangement, vous fixez une règle générale pour dire aucun arrangement ne peut faire mieux que ça. Kohn et Elkis ont proposé de construire une fonction auxiliaire qu'on va appeler f, qui dépend de la distance dans l'espace à n dimensions. Cette fonction doit respecter 3 contraintes. D'abord,
sa valeur au point 0, f0, et celle de sa transformée de Fourier, h chapeau en 0, doivent être égales à 1. Ensuite, la transformée de Fourier doit être positive ou nulle partout pour garantir une certaine régularité de la fonction. Et enfin, f de x doit être négative ou nulle pour toute autre distance supérieure ou égale à 2r. Ce qui reflète le fait que les sphères ne vont pas se chevaucher. Si une telle fonction existe, elle va prouver que la densité d'un empilement de sphères de rayon R0 ne peut pas dépasser Wn R à la puissance n, où Wn est le volume d'une boule unité en dimension n. Et en cherchant à minimiser ce R0, on obtient la meilleure borne possible. Cette méthode, qui était basée sur l'analyse harmonique et la transformée de Fourier, pensée à décomposer un son musical en plusieurs notes, va permettre d'obtenir des bornes numériques très proches des densités de certains réseaux, ce qui ouvre la voie à des preuves plus exactes. Dans le cas d'égalité, la borne obtenue coïncide exactement avec la meilleure densité possible. Maintenant, attaquons la question: quelle est la densité maximale possible en dimension n? C'est un véritable casse-tête car il faut considérer une infinité d'arrangements, même des configurations désordonnées comme des billes qui seront secouées dans un sac. Des solutions précises n'existent que pour les dimensions 1, 2, 3, 8 et 24. Mais pour les autres, 4 ou même 100, le problème reste ouvert. Les mathématiciens vont se concentrer souvent sur des réseaux, des arrangements réguliers et symétriques, car ils sont plus faciles à étudier et semblent souvent optimaux. La méthode de Kohn et Elkis donne des bornes supérieures, mais pour trouver des solutions exactes, c'est une autre histoire. En dimension 8, tout de même, Marina Viazovska, une mathématicienne ukrainienne de l'EPFL, a réalisé une percée spectaculaire en 2016 et publié ses travaux en 2017. Elle a prouvé que le réseau E8, une configuration d'une symétrie incroyable, donne la densité maximale possible, soit environ 25,37%, ou alors pi à la puissance 4 divisé par 388. Le réseau E8, comme vous le voyez, est une grille parfaite en 8 dimensions où les sphères sont placées avec une précision géométrique. Ce réseau est célèbre pour ses symétries liées notamment à la théorie des groupes et il apparaît dans des domaines comme la théorie des cordes en physique. Mais comment Viazovska a-t-elle réussi? Elle va construire une fonction f qui satisfait toutes les conditions de Kohn-Elkis avec un rayon R0 égal au rayon minimal du réseau E8. Cette fonction magique utilise des formes modulaires, des objets mathématiques liés à la géométrie hyperbolique. Imaginez les motifs répétés des gravures des lattices MC et Cher. Cette fonction remplit parfaitement les conditions dont on a parlé tout à l'heure, et le résultat est que la densité maximale notée ρ ne peut dépasser celle du réseau E8. En d'autres termes, aucun autre arrangement, même chaotique, ne peut faire mieux. Cette preuve, qui combine à la fois l'analyse harmonique, les formes modulaires et les symétries, est un chef-d'œuvre d'élégance. Qu'en est-il alors de la dimension 24? Eh bien, une semaine après cette découverte, Viazovska, avec Henri Kohn, Abrinav, Kumar, Stefan Miller et Daniel Radchenko, que vous voyez ici, ont résolu le problème pour la dimension 24. L'empilement optimal est le réseau de Lisch, découvert en 1965 par John Lisch, avec une densité d'environ 0,193, soit pi à la puissance 12 divisé par 12 factoriel. Cela semble minuscule, mais c'est le maximum possible en dimension 24. Ce réseau est d'une symétrie stupéfiante. Une projection montre 196 1560 points proches de l'origine, formant des motifs hyperboliques. Comme E8, le réseau de Lisch est lié à la théorie des nombres et à la physique théorique. Mais revenons donc à comment ces percées ont-elles été possibles. La méthode repose sur Kohn et Elkis qui utilisaient l'analyse harmonique et les formules de Poisson du 19e siècle. Viazovska va perfectionner cette approche en introduisant des formes modulaires qui ont permis d'obtenir des bornes exactes pour les dimensions 8 et 24. Mais comment ces fonctions magiques fonctionnent-elles si bien? Plongeons donc dans les détails.
La méthode des fonctions magiques est au cœur des preuves en dimension 8 et 24. Une fonction auxiliaire optimale, dite magique, satisfait exactement les contraintes de Kohn et Elkis. En dimension 8, Wiazowska va construire une fonction radiale f qui va prendre des valeurs précises comme 0 ou 1 aux distances entre les centres des sphères du réseau E8 et sa transformée de Fourier fait de même en d'autres points. Cela sature en quelque sorte les inégalités atteignant la limite théorique. Elle a également remarqué qu'on pouvait utiliser des formes modulaires pour interpoler ces conditions, créant ainsi une fonction unique à la limite du possible. Et en dimension 24, la même approche sera généralisée pour le réseau de Lich, trouvant un cas d'égalité exact dans le schéma de borne. Cette construction rigoureuse est comme assembler un puzzle parfait. Chaque pièce s'emboîte pour prouver que E8 et Lich sont optimaux. Ces techniques ont eu un impact plus large. En 2019, Henry Kohn et ses collaborateurs ont étendu ces méthodes à des problèmes universellement optimaux, comme minimiser l'énergie dans des systèmes avec des interactions coulombiennes où des particules vont se repousser. Et ces avancées montrent la puissance des fonctions magiques au-delà même de l'empilement des sphères. Passons maintenant aux applications concrètes des réseaux E8 et Lich. Un analogue du réseau de Lich, le code de Golay, a permis à la sonde voyageur 1 de transmettre des données fiables depuis l'espace. Et ces codes correcteurs d'erreurs sont aussi utilisés dans les CD, les QR codes et les communications modernes. L'empilement sphérique va jouer un rôle clé dans la construction de codes linéaires, utilisés notamment en cryptographie et dans les technologies numériques. Ces résultats révèlent la puissance des outils analytiques, comme les formes modulaires et l'interpolation de Fourier, qui permettent de résoudre des problèmes complexes. Ils mettent aussi en lumière une profonde symétrie liée aux groupes exceptionnels comme ceux associés à E8 et Lich qui structurent l'univers mathématique. L'importance de ces travaux est telle que Marina Wiazowska va recevoir la médaille Fields en 2022, en grande partie pour ses percées sur l'empilement en dimension 8 et 24. C'est une reconnaissance suprême dans le monde des mathématiques. Mais qu'en est-il des dimensions supérieures et des perspectives futures ? Pour l'instant, aucune solution parfaitement connue pour les dimensions intermédiaires comme 4, 5, 6, 7, 9 ou 23 n'a été connue. Les meilleures densités connues dans ces dimensions reposent simplement sur des réseaux algébriques ou des optimisations numériques, mais elles ne sont pas prouvées optimales. Au-delà de la dimension 24, le mystère persiste. Et par exemple, on ne connaît pas l'empilement optimal en dimension 12 ou 16. Une question fondamentale également reste ouverte. Les empilements optimaux dans les grandes dimensions sont-ils toujours périodiques comme les réseaux ou alors peuvent-ils être chaotiques ? Des chercheurs comme Gauthier Le Terrier tentent d'explorer des pistes comme les courbes elliptiques pour construire justement des empilements compacts, tandis que l'interpolation de Fourier pourrait révéler pourquoi les fonctions magiques sont si efficaces. Chaque dimension est un nouveau monde à explorer. Et pour conclure, je dirais que les travaux de Marina Wiazowska et de Reinhardt tout à l'heure et de leurs collaborateurs ont révolutionné notre compréhension de l'empilement des sphères et des pavages de manière générale en offrant des solutions élégantes pour les dimensions 8 et 24. Et ce problème, né d'une question assez simple, comme la distanciation sociale, nous emmène dans des espaces abstraits avec des applications concrètes, des voyages spatiaux au QR code. Mais pour les dimensions 4, 5, 12, 16 et au-delà, le mystère persiste. Alors, c'est aux futurs mathématiciens de relever ce défi et résoudre ces problèmes. Merci de votre attention.